Bonjour à vous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des entretiens de Valabre avec des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on souhaite évoquer la question du changement climatique et de la lutte contre les feux de forêt, mais aussi les feux de végétation. Nous sommes aujourd'hui avec Éric Grohin, directeur du service départemental d'incendie et de secours du Var. Bonjour. Contrôleur, bonjour. Bonjour. On veut tout de suite rentrer avec vous dans la réalité de cette question du changement climatique, mais avant, nous dire ce que c'est que la lutte dans votre département, ce département emblématique de la question de l'incendie de forêt. La lutte, c'est comme beaucoup de départements du Sud, en tout cas, c'est un département qui applique la doctrine à 100%, feu de forêt, qui est une doctrine qui marche bien. Et le feu de forêt chez nous, dans le département du Var, c'est constant, c'est toute l'année. On prépare la saison, ensuite on est dans la saison. Et je ne vais pas dire qu'on vit pour le feu de forêt parce qu'il y a des autres interventions, mais en tout cas, c'est toujours dans notre esprit de s'améliorer d'année en année. Vous êtes concentré sur un objectif premier dans la doctrine, c'est vite et fort. Ça veut dire quoi dans votre département ? La doctrine française, c'est une attaque rapide et massive aéroterrestre. Ça veut dire que l'on doit bien évidemment coordonner des avions, des hélicoptères et des engins terrestres pour arriver le plus vite possible et le plus en masse possible sur un départ de feu. C'est une stratégie qui n'est pas appliquée par tous les pays, mais qui est appliquée par la France. Et on l'applique dans le département du Var en utilisant des groupes feux de forêt qui sont positionnés sur le terrain, en utilisant des hélicoptères bombardiers d'eau. Nous en avons 4 qui sont loués par le département et donc qui interviennent. Et puis ensuite, bien évidemment, les hélicoptères lourds de l'État qui peuvent venir en renfort et les avions Dash et Canadair qui eux aussi peuvent venir en renfort. Et c'est tout cet ensemble qui fait que on éteint les feux rapidement, le plus rapidement possible. En tout cas, c'est le but et l'objectif. Vous avez rappelé les moyens et les équipements, mais il y a aussi les hommes et les femmes. Combien de volontaires, combien de professionnels en saison mobilisés sur l'année, mais aussi tous les jours de l'été à risque ? Nous avons par jour 500 personnes, à peu près 400 personnes de garde. Et on rajoute 100 personnes pour la surveillance des baignades et puis on rajoute encore à peu près 200 personnes sur les dispositifs préventifs qui font que l'avantage d'avoir des personnes dédiées aux dispositifs préventifs, c'est que quoi qu'il arrive, grosse opération d'ambulance, journée canicule où il fait chaud, on a des malaises, etc. On a toujours un dispositif feu de forêt qui est adapté et présent et qui ne sert qu'à ça. Donc c'est ça l'aspect du dispositif préventif qu'on doit mettre bien évidemment, financièrement oblige, par rapport au risque que le département, dans lequel le département se trouve le jour J. On imagine une saison difficile, une journée compliquée. Pour le directeur que vous êtes, ça veut dire quoi ? On n'est pas tranquille avec cette question de la sécheresse et de cet incendie qui peut démarrer et connaître des développements catastrophiques. Non, on n'est jamais tranquille. Il y a des jours, alors heureusement, nous avons des systèmes météo bien affinés, du fait de la météo zonale. Nous avons aussi... tous les soirs, en tout cas 2 jours avant le jour considéré, on se réunit pour étudier les risques, pour mettre en place un dispositif préventif ou pas. Et ensuite, on localise à quel endroit on met ce dispositif préventif, avec la météo, bien évidemment, zonale, mais aussi avec notre expert météo, et nous mettons en place ce dispositif pour qu'il soit le plus rationnel possible. Je rappelle que la doctrine feu de forêt, c'est nous éteignons 95% des feux avant qu'ils n'atteignent 5 hectares, voire même 95 à 97% des feux avant qu'ils n'atteignent 5 hectares. Donc, il faut bien prédispositionner ces moyens, soit le long d'une autoroute pour aller vite, soit carrément dans les massifs, si c'est massif à risque. Donc, il faut qu'ils soient judicieusement répartis. Oui, parce que j'allais vous dire, c'est efficace, cette doctrine, oui, à vous entendre. Il y a aussi un élément important dans votre département, mais partout ailleurs, c'est la question de l'interservice. C'est-à-dire qu'il y a les sapeurs-pompiers, mais tous les autres engagés en amont et sur le théâtre des opérations, puisqu'il y a toutes les couleurs dans un incendie. Il y a du orange, du bleu, ciel, et vous avez évidemment la part belle dans ces sinistres. Oui, vous savez que dans les principes liés au feu de forêt, il y a d'abord de faire un petit peu de communication sur les risques.
Il y a ensuite de détecter, ensuite de la première intervention, puis ensuite l'intervention lourde des services de secours. Dans le département du Var, nous avons pris l'option depuis des années de laisser toute la partie prévention des risques et j'allais dire peut-être même première intervention lorsqu'ils le peuvent, à des services comme le conseil départemental, les comités communaux feux de forêt, l'ONF et la direction, la DDT, la DDTM chez nous, qui fait en sorte de mailler le territoire. Depuis cette année, ces gens-là sont dans la salle opérationnelle du CODIS, c'est-à-dire dans une salle qu'on appelle partenaire, dans laquelle ils gèrent toutes leurs patrouilles préventives. Et bien évidemment, dès qu'il y a un feu, nous intervenons, nous, mais toujours, puisqu'ils sont à côté de nous, en adéquation avec nos partenaires. Et tout le monde a été ravi de cette nouveauté de salle immergée dans le centre opérationnel départemental. Très bien. Alors on y va sur ce sujet du changement climatique. Ce point de bascule qui commence à exister dans votre département, vous le situez quand ? Bon, ça fait plusieurs années qu'on se dit il fait de plus en plus chaud. En fait, là où la problématique n'est pas simple, c'est que le département du Var a connu en 1990, a connu en 2003 des feux très importants, extrêmement importants. Donc on pourrait dire, depuis 2003, depuis 1990, il n'y a plus de feu jusqu'à un gros feu de 2021 qui est le feu de Gonfaron. Donc on pourrait se dire, non, il n'y a pas de réchauffement climatique. En fait, il ne faut pas le voir comme ça. Le réchauffement climatique, c'est le fait d'avoir une température plusieurs fois dans le mois, beaucoup plus importante que les fois précédentes. Une normale de saison supérieure, voilà, c'est ça ? Juillet 2024, plus 1 degré par rapport au mois de juillet des 4 années, il y a 3 ou 4 ans. Donc on voit bien la température est de plus en plus haute, plusieurs fois par mois. Et ça veut dire que les conditions sont réunis à condition qu'on ait bien sûr le reste, c'est-à-dire le vent qui vient. Parce que la température fait baisser l'hygrométrie, la température est là, on a les conditions, après si le vent s'y mêle, on peut avoir des gros feux. Et on a de plus en plus de conditions pour avoir des gros feux, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Le réchauffement climatique, c'est le fait d'avoir de plus en plus de conditions nous mettant en perspective de gros feux potentiels. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a les éclosions qui sont potentiellement plus nombreuses, et puis il y a le développement catastrophique qui peut être un facteur d'aggravation des surfaces détruites et de l'importance des sinistres. Tout à fait. C'est ça. On voit bien sur les courbes qu'on a toujours autant de départs de feu, voire plus, même si la prévention fait quand même son travail. Mais c'est plutôt en surface que l'on stoppe par rapport aux années précédentes le feu. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes plus efficaces par le biais de cette doctrine-là. 2021 est quand même une date marquante, majeure pour cette bascule. C'est un peu ça. Oui, parce que 2021, c'est le feu de Gonfaron, 6800 hectares, un feu extrêmement important, qui a surpris bien évidemment en cinétique tout le monde, même nous. Et puis 2022, c'est bien évidemment le feu qui remonte dans toute la France, les feux qui se passent dans le Jura, en Bretagne, en Gironde, bien évidemment. Donc on voit que le feu n'intéresse pas seulement que le Sud, mais toute la France entière. Donc c'est une prise de conscience et c'est la preuve qu'effectivement il y a un réchauffement climatique. D'une part, des feux de plus en plus importants dans la partie Sud, potentiellement de plus en plus importants, et puis dans la partie un peu dans le reste du territoire national, des feux là où on n'en connaissait pas forcément avant. Vous diriez que malgré tout, le changement climatique, c'est l'aggravation des bilans qui est à la clé. Il a déjà commencé, ce bilan catastrophe, ou vous jugulez justement par la chaîne de prévention, détection, etc. Non, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que notre doctrine fait que on éteint, je vous l'ai dit, je vais vous donner un exemple. Dans le département du Var, en 20 ans, quand vous prenez l'année 2003 à l'année 2023, donc en 20 ans, 97% des feux ont été éteints avant qu'ils ne fassent 5 hectares. Nous avons brûlé la moitié de la surface brûlée dans ces 20 ans par 3 feux. Vidauban 1, 2003, Vidauban 2, 2003 et Gonfaron 2021. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la doctrine marche très très bien et heureusement qu'elle fonctionne. Autrement, nous aurions beaucoup plus de départs et donc beaucoup plus de surface. Mais il y a des feux, il y a des moments où les conditions sont telles que l'on va sur des feux qu'on n'a pas forcément connus jusqu'à maintenant.
Et vous avez envie de dire, j'imagine, que dans le Var, un département très attractif pour la population, il y a le changement climatique d'un côté, mais il y a aussi le changement global. Ça joue, plus de population, plus d'urbanisme, plus de contacts, de déprises. Tout ça, c'est le mélange et le cocktail pour des plus grands feux. Oui, alors on a, vous avez raison, on a d'abord des populations qui sont différentes des populations d'il y a 20 ou 30 ans. Nous avions des populations il y a 20 ou 30 ans qui habitaient en forêt, qui connaissaient un peu la forêt. Aujourd'hui, les populations qui arrivent, parce qu'il y en a plus, parce que les lotissements se sont rapprochés de la forêt, je vais dire ça comme ça. Et donc, on a des populations qui viennent en lisière de forêt ou en forêt et qui ne connaissent pas à la fois le risque incendie et à la fois les mesures à avoir lors d'un incendie feu de forêt. Donc ça pose effectivement de véritables problèmes. Et malgré toute la prévention qui peut être faite, et vous en faites à Valabre, et ben nous avons encore des gens qui jettent des mégots de cigarettes par les fenêtres de voiture, des gens qui font des barbecues en forêt, ça existe encore. Voilà, ça existe encore. Et donc, ces populations-là, bien évidemment, pédagogiquement, on a encore beaucoup de travail à faire. Je suis bien d'accord. Faisons un petit stop sur ce que vous observez de l'étranger. Ces grands feux qu'on a vus au Canada, en Californie cet hiver, ça vous dit quoi? Vous cherchez les enseignements, vous cherchez à comparer. Il y a quoi qui se passe avec ces événements dramatiques? Alors d'abord, première chose, en feu de forêt, il faut rester humble. La France, ce n'est pas les États-Unis. On n'a pas la même grandeur de territoire. L'échelle n'est pas la même. L'échelle n'est pas la même. Voilà. Une fois que l'on a dit ça, il faut qu'on regarde un petit peu en zoomant ce qui se passe. D'abord, ils n'ont pas notre stratégie d'attaque des feux naissants. Voilà. Ce sont plus ou moins des techniques forestières. Ce sont des forestiers à la base, le forest service, c'est-à-dire que la forêt a besoin de brûler pour se régénérer. Donc un feu, c'est pas forcément très grave. Et c'est vrai. Néanmoins, ils sont, comme nous, amenés au fait que les lotissements rentrent de plus en plus dans les forêts et que les forêts touchent maintenant les habitations. Donc ça les amène à revoir aussi un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, le principal des enseignements de ça, c'est que les matériaux de construction, notamment à base de bois, qui en France sont bannis dans les systèmes forestiers, les PRIF, nous montrent bien évidemment qu'on brûle beaucoup plus quand on est avec des armatures bois que quand on est dans des armatures traditionnelles comme on peut le faire en France. Donc tout ça nous permet d'aller vers nos concepts sur lesquels on veut aller. On en parlera peut-être sur la défendabilité, etc. C'est-à-dire avoir des matériaux qui soient adaptés aux risques soumis. Vous avez rappelé aussi tout à l'heure l'année 2022 et un changement de cap au plus haut niveau de l'État pour aider les services d'incendie et de secours à s'équiper, à revoir un peu la doctrine. Pour le Var, ça a été quoi le changement, ou en tout cas le budget qui vous a été alloué pour faire des choses nouvelles? Oui, en octobre 2022, une réunion à l'Élysée avec le président de la République annonçant des nouvelles importantes pour les SDIS et notamment une aide, ce qu'on appelle le pacte capacitaire, une aide pour les départements qui ne sont pas équipés en moyens feux de forêt ou peu équipés, une aide pour qu'ils puissent s'équiper. Et puis pour ceux qui ont des moyens feux de forêt, avoir des engins un petit peu différents. C'est ainsi que dans le Var, on a réussi à acheter, grâce à ce pacte capacitaire, 5 véhicules gros format, 11 000 litres, ce qu'on appelle des lourds. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, on a aussi été équipé de drones. On a été aussi équipé, on a eu aussi, bien évidemment, des véhicules de commandement. Et puis, des berces PC interservices. Enfin, tout ça fait que on est dans une berce cartographique aussi. On est dans l'amélioration de notre système pour le commandement feu de forêt grâce à cette manne de l'État qui vient compléter, je le rappelle, les mannes départementales, parce que nous sommes avant tout un budget départemental. Et puis, on a eu, nous aussi, la chance dans notre secteur d'avoir une manne régionale, c'est-à-dire une aide régionale sur ce type d'engin. Vous avez eu aussi un pélicandrome à Hyères qui s'est installé. Et tout ça, c'est aussi l'idée d'une mutualisation. C'est pas qu'au seul bénéfice du département. Il est réputé que tout ça peut aider les voisins. Et vous êtes habitué de cette gymnastique-là de soutien et de solidarité.
Oui, le maître mot en feu de forêt, c'est l'anticipation. Donc une fois qu'on a les conditions météo, une fois qu'on sait un petit peu ce qui peut se passer sur la région, bien évidemment, il faut, au même titre qu'on prédispositionne des véhicules terrestres, il faut prédispositionner des avions. Et donc c'est à l'état-major de zone de prédispositionner ces avions. Et donc le pélicandrome de hier est un pélicandrome qui est extrêmement bien placé. On peut aller en Corse, on peut aller dans les Alpes-Maritimes, on peut aller dans les Bouches-du-Rhône, on peut aller dans les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Provence, tout est à portée. Et on a fait un beau pélicandrome, là aussi, il faut le signaler. C'est un partenariat, d'abord région, puis ensuite département, et enfin SDIS du Var, avec une participation de l'État aussi. Et donc c'est tous ces acteurs-là qui ont réussi à mettre en place un système qui fait que les avions peuvent se poser, peuvent remplir en maintenant 6 minutes de dash au lieu de 17 minutes. Donc on gagne du temps, on gagne du confort pour les pilotes et pour le personnel qui s'en occupe aussi, puisque je vous rappelle qu'il y a des sapeurs-pompiers détachés au remplissage de ces avions. C'est important de rappeler qu'il y a des hommes, effectivement, mais il y a aussi l'œil de la caméra. C'est quelque chose qui a été un nouvel investissement pour vous. Rappelez-nous ce que ça fait, la caméra, dans votre dispositif. Alors je vous le disais tout à l'heure, l'importance de la détection. Plus on détecte vite, plus on éteint vite. Donc il faut détecter ces feux de forêt. Nous avons une problématique dans nos régions, c'est que nous avons beaucoup d'entrées maritimes, de nuages, et nous avons aussi des reliefs, qui font qu'on a du mal à détecter les feux de forêt par des caméras. Donc ce sont des caméras de levée de doute, c'est-à-dire qu'on reçoit des appels et ensuite on va zoomer et on va voir ce qui se passe sur ces caméras-là. Ça nous permet d'avoir en 2-3 minutes l'idée, parce qu'on a l'habitude de voir les panaches, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la couleur des fumées, l'orientation, etc. Et on peut les confondre avec autre chose. Et surtout le lieu. Ouais. Surtout le lieu. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Et à partir de ce moment-là, de faire de demandes des avions très vite, de renforts très vite. Donc ça va très vite. Et on est équipé de 25 points dans le département du Var, pour mailler tout le département d'art en visuel sur ces feux de forêt, qu'on reporte aussi dans la salle partenaire que je vous expliquais tout à l'heure, où on peut voir ces départs de feu, et puis nous on peut voir l'évolution. Donc c'est une grande avancée pour nous. Et l'évolution technologique de SRA, grâce à l'intelligence artificielle, sera que dans nos régions, comme c'est le cas dans les Landes, comme c'est le cas en Charente-Maritime, nous pourrons détecter véritablement cette fois les feux et non pas seulement faire des levées de doute, mais les détecter réellement. C'est l'intelligence artificielle qui fera la part entre les entrées maritimes, les problématiques de nuages et les problématiques de fumée. Très bien. Le changement climatique et le changement de doctrine, c'est aussi s'intéresser à la sécurité des intervenants. Là, vous y êtes très sensible aussi, je le sais. Ça a changé quoi depuis ces années récentes, là, au niveau de la sécurité? Vous êtes sur des nouveaux équipements, des nouvelles doctrines là-dessus? Bon, je dirais, il y a 20 ans, notre vision, c'était d'avoir plus de camions. Depuis 10 ans, 7-8 ans, notre vision, c'est d'avoir pas forcément plus de camions, il faut les renouveler bien sûr, mais c'est d'avoir des camions qui permettent d'avoir notre personnel en sécurité. Vous savez que c'est la cabine qui est le lieu de survie. Le refuge refuge ultime. Ouais. Donc dans cette cabine, il nous faut de l'air respirable, il nous faut aussi de l'arrosage cabine. Il faut que cet arrosage cabine puisse provenir de la pompe du véhicule, mais aussi d'une pompe électrique en secours si des fois le véhicule venait à caler, et puis des films, enfin tout ce qui va dans le sens de la sécurité, parce qu'un feu passe vite, mais pendant cette température, cette haute température, le personnel doit pouvoir dedans se sentir à l'aise, et donc en formation c'est aussi vu, et c'est en ce sens que depuis 10 ans, ce sont les efforts qu'on fait. On aura du mal à avoir plus de véhicules parce qu'on aura du mal à les armer aussi, parce qu'on est arrivé à un moment donné où on est sur un plafond de verre, mais il faut que le personnel soit en sécurité maintenant. Et dans le Var, vous avez par exemple 21 groupes feux de forêt aujourd'hui. Donc 21 groupes feux de forêt, ça représente 400 personnes à peu près. Voilà, on aura du mal à aller plus loin en termes mais on a bien évidemment tout autour. Et c'est ça la grande force aussi de la sécurité civile française, c'est qu'on a tout autour des départements qui viennent nous aider très très vite, voire même des collègues de la région parisienne, de la Bretagne, etc., qui peuvent descendre. Des colonnes de renfort. Des colonnes de renfort, même en anticipant. Si on sait que nous avons beaucoup de vent le week-end à venir, eh ben on fera
descendre en préventif des colonnes de renfort. C'est le COGIC, le Centre opérationnel national, qui fera descendre, l'état-major national, qui fera descendre ces colonnes de renfort. Sur le feu de Gonfaron, on avait une colonne du Rhône qui était positionnée pas loin du départ du feu, 60 personnes positionnées pas loin du départ du feu. Je rappelle aussi que vous êtes souvent responsable pédagogique du plus haut niveau de formation en matière de feux de forêt. C'est le cas à Valabre, hein, vous êtes régulier sur nos installations. La formation, ça a changé aussi. On forme pas les gens pareils depuis quelques années. Vous prenez l'exemple de Gonfaron, l'exemple que je connais bien, puisque pour avoir été sur ce feu, c'est un feu de forêt qui de nuit, va descendre avec pendant une portion de vitesse de 7 km/h sur le golfe de Saint-Tropez, qui est l'endroit le plus peuplé de France, le 16 août, au mètre carré. Donc, vous voyez, on n'est plus dans des feux de forêt normaux, on est dans des feux de forêt hors normes. Hors normes par la cinétique, hors normes par les sautes de feu. On a une saute de feu en visuel pris par la boule optronique de l'avion de reconnaissance qui nous montre plus de 2 km de saute de feu. Une boule de feu qui a sauté, enfin une boule, ou en tout cas un brandon qui a fait 2 km de feu. Donc tous ces feux-là, on ne les attaque pas de la même façon. Voilà, on ne les attaque pas de la même façon. La sécurité du personnel doit prévaloir et on doit utiliser des techniques, qui soient des techniques de ligne d'appui retardant avec les avions ou terrestres, de façon à freiner le feu. On revient beaucoup au feu tactique, c'est-à-dire ce que faisaient nos anciens, les contre-feux, parce que ça limite les moyens à utiliser, ça limite l'eau et c'est efficace. Alors, on peut pas le faire partout, mais c'est efficace. Donc c'est des combinés de techniques qui se mettent en place sur ces feux-là de façon à combattre ces feux hors normes qui ont de plus de chances d'arriver dans les années à venir. Donc en formation, il faut ouvrir ce chapitre-là des feux hors normes. Comment on commande un feu hors norme, quelle technique on emploie sur ces feux-là qui ne sont pas des feux normaux qu'on a l'habitude de combattre. Et comment on échange avec des collègues qui ne sont pas forcément au fait de ces feux-là, puisqu'ils arrivent de régions qui ne connaissent pas ces grands sinistres pour l'instant. Oui, on a fait l'année dernière à Valabre d'ailleurs, on a fait à Valabre un colloque de tous les directeurs de France sur le feu de forêt, spécifique sur le feu de forêt, où chacun est venu expliquer. Le directeur de Gironde est venu expliquer ses problématiques sur les feux de Gironde, moi j'ai expliqué sur ceux du Var, puis plein de collègues se sont exprimés, parce que vous avez aussi des feux, de champs qui existent dans toute la France et qui posent aussi un certain nombre de problèmes. Donc c'est important qu'on puisse échanger pour encore élaborer une technique qui marche encore mieux et qui fonctionne encore mieux. C'est un des premiers colloques sur le feu de forêt qui a été fait pour tous les directeurs. Il y en aura d'autres parce que ça a été extrêmement positif. Oui, alors j'oublie pas que vous êtes un directeur qui a pu dire que le problème des incendies, c'est aussi l'engagement des populations qui font du débroussaillement correctement, parce que c'est compliqué d'être derrière chaque maison, c'est bien ça? Oui, alors je vous le disais, 97% des feux, on les éteint avant qu'ils fassent 5 hectares. Il nous faut donc avoir suffisamment d'engins pour arriver à ce résultat-là. Mais certains feux, comme Gonfaron, comme la Gironde, sont des feux ce qu'on appelle hors normes, qui sortent de ce schéma-là. Et on sait très bien que nous serons en rupture capacitaire, que nous n'aurons pas les engins suffisants. Et en plus, si on passe notre temps à mettre ces engins derrière les maisons, on n'attaque plus le feu. Le feu, libre expression. Oui, et puis surtout, il s'écarte. Et donc, pour avoir défendu une dizaine de maisons dès le début du feu, on va en brûler 50 devant parce que le feu se sera trop écarté. Notre priorité, c'est d'empêcher que ce feu s'écarte, c'est empêcher qu'il devienne un feu catastrophique. Donc, il faut que nos engins servent à empêcher le feu de s'écarter, les avions aussi. Or, si on les met autour des maisons, ils ne font plus ce rôle-là. Donc, et c'est le cas pour ces feux hors normes, il faut rendre le territoire résilient. Pour rendre le territoire résilient, bien évidemment, il faut qu'on ait des concepts qui soient des concepts où il y ait de l'autodéfense, où il y ait de l'autoprotection d'un certain nombre de maisons. Donc c'est en ce sens que je dis on ne peut pas être partout, mais on le disait déjà en 2003, on ne peut pas être partout. Et encore en plus, aller défendre une maison qui est absolument pas débroussaillée, à partir du moment où la population n'y est plus, parce que ça c'est notre rôle premier, c'est mettre en danger notre personnel aussi. Donc il faut que chacun prenne conscience qu'il y a un effort à faire et rendre résilient le territoire.
Si on rend résilient le territoire, on aura beaucoup moins de conséquences à ces feux hors normes. Autrement, on aura des pertes de vie humaine, on aura des pertes matérielles importantes. Oui, parce que les feux, on le rappelle, ils finissent à la mer ou au contact d'une ville. Et il y a un concept chez vous important, c'est le concept de défendabilité. Qu'est-ce que c'est ? Alors la défendabilité, c'est ce que je disais là, c'est-à-dire c'est la capacité en fait d'un lotissement ou d'une maison à être défendu et même à s'auto-défendre, à s'auto-protéger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si on ne met pas de véhicule, on n'aura pas de dégâts majeurs, ni aux populations, très important, ni à l'immobilier. En ce sens, il faut 3 choses. Il faut un débroussaillement, il faut de l'eau, la DECI, si nous venons pour défendre. Réalimenter les véhicules de sapeurs-pompiers. Voilà. Ouais. Et il faut qu'on puisse arriver, et qu'une autre voiture puisse fuir aussi, sans se bloquer, c'est-à-dire qu'il faut du cheminement, un cheminement correct et réglementaire. Si on a ces 3 aspects-là, vous pouvez même ne pas mettre de véhicules autour des maisons, elles ne brûleront pas. On pourra même laisser la population à l'intérieur, parce qu'une fois que le feu sera passé, elle donnera un petit coup d'eau. Dans le cas contraire, on sera obligé d'évacuer la population, ou bien d'aller la défendre avec tous les risques que ça peut engendrer. C'est ça, la défendabilité, qu'on essaye, en tout cas dans le département du Var, sur lequel on a beaucoup avancé. Et je suis, moi, persuadé que nous n'éteindrons pas des feux hors normes si on n'a pas été dans ces concepts de résilience du territoire et de défendabilité. Et la question de l'eau, alors, ça veut dire, pour vous, dans votre esprit, avoir des poteaux incendie plus disséminés sur ces quartiers ? C'est quoi la logique ? La logique, c'est qu'on a un règlement national, puis un règlement départemental de DECI, de défense en eau contre l'incendie. Il faut juste qu'il soit respecté. Voilà. Et qui dit, par exemple, qu'il faut un poteau de 60 mètres cubeurs, voilà, et il suffit juste d'appliquer ce règlement. Or, il y a bien des endroits où on a des problématiques de ce côté-là. Donc, si on applique ce règlement, on est sûr que nos véhicules ne manqueront pas d'eau, qu'on ne sera pas en difficulté. Et c'est en tout ce sens que lors des PLU, aujourd'hui, dans le département du Var, on travaille en main dans la main avec la DDTM. On travaille main dans la main en leur fournissant des cartes dans lesquelles on leur montre les accessibilités, ce qui est bien et pas bien. On leur montre la DECI, là aussi, ce qui va et ce qui ne va pas. Et on regarde le débroussaillement. Et on leur dit, tel quartier, c'est bon, tel quartier, c'est pas bon. Donc, si tel quartier, c'est bon, vous pouvez construire sans problème. Si tel quartier, c'est pas bon, pour construire, il faudra faire ça. Et si, dans cet endroit-là, qui est un massif en risque feu de forêt très fort, si vous voulez construire, vous ne pourrez pas. Et en fonction de ça, le maire arrive à faire son PLU en sachant ce qu'il a à faire pour rendre constructible ou pas. Et ça marche très très bien. Et si c'est pas le cas, c'est le contrôle de la légalité des permis de construire de la préfecture qui se met au milieu et qui accorde ou pas le permis de construire. Donc c'est en fait un travail main dans la main avec les élus, de façon à ne pas tout bloquer, mais rendre avec ce concept de défendabilité notre territoire le plus résilient possible. Et ça marche très très bien dans le département du Var actuellement. Même si les maisons qui devraient être débroussaillées ne le sont pas suffisamment encore, dans le Var comme ailleurs, c'est quoi l'intention du sapeur-pompier que vous êtes pour le débroussaillement ? Il faudrait revoir la règle, même si elle vient de changer, ou il faudrait simplement l'appliquer et embarquer avec vous les propriétaires qui ont la chance de vivre dans des quartiers proches de la nature ? Vous savez, il faudrait appliquer le règlement. Appliquer le règlement, je le dis, le débroussaillement, c'est pas rendre un glacis le territoire. On peut débroussailler en ce sens que ça peut rester esthétique aussi. Il suffit que ça soit arboré. Il suffit que ça soit débroussaillé par des professionnels qui ne fassent pas n'importe quoi et qui connaissent un peu le type de débroussaillement qu'il faut faire. C'est ça, parce que souvent on est opposé en disant il reste plus rien. C'est pas le but. Le but, c'est que effectivement, on ait une différence entre l'herbe et puis les arbres, et qu'il n'y ait pas des tâches continues qui se passent. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Donc notre idée, c'est rendre ce règlement, voilà, et c'est
compliqué parce que, bien évidemment, un, ça coûte cher. Deux, les maires font le maximum pour le faire, mais ils sont aussi limités. Il faut savoir que dans le Var, la préfecture, le procureur de la République, tous se sont mis ensemble pour arriver sur cette question-là. Et qu'on a maintenant des contrôles qui se font en présence du procureur de la République sur ce débroussaillement. Et là encore, c'est pas pour embêter les gens, c'est simplement pour la sécurité, leur sécurité. Leur protection, leur conservation. Leur protection, la conservation de nos biens et notre sécurité. Il ne faut pas oublier que les sapeurs-pompiers sont des gens, et le Var a payé un lourd tribut, qui peuvent bien évidemment mourir sur un feu de forêt parce que ce sont des interventions extrêmement dangereuses. Un petit mot de conclusion, contrôleur, on arrive à la fin de cet entretien. Un message fort en qualité de directeur d'un département, d'un SDIS, c'est quoi? C'est quoi le message que vous avez envie de faire passer? Le message, c'est que il faut prendre ces feux que nous avons eu en Gironde, que nous avons eu à Gonfaron, comme des avertissements. Voilà, des avertissements, tous en interservice, pour travailler tous dans le même sens. On a la chance de le faire dans le département du Var sous l'égide du préfet, et tant mieux. Tous dans le même sens, de montrer aussi à nos camarades de toute la France, et ils en sont conscients, puisqu'on a eu beaucoup de directeurs qui viennent se former ou aller au FDF5, et de se dire, attention, nous sommes au croisement d'un changement potentiel, avec des feux hors normes qui peuvent arriver, et donc on a un travail à faire, un travail de lutte, mais ça... Je ne suis pas forcément inquiet parce qu'on sait faire, on a une doctrine qui va bien, il faut qu'on conserve nos avions, nos hélicos, nos camions, mais qu'on aille vers une résilience du territoire, s'attaquer à l'urbanisme, s'attaquer à faire en sorte qu'il y ait une résilience complète avec des défenses de la forêt contre l'incendie, avec des coupures de combustible, avec de la défendabilité et avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, des matériaux de construction des habitations en forêt qui soient conformes à ce qu'il faut. Voilà, c'est ça qu'il faut que tout le monde prenne conscience. Et surtout, il ne faut pas stopper cet effort-là, même si pendant 4-5 ans, on n'a pas de feu de forêt. Parce que, je vous l'ai dit, on a les conditions pour, ça c'est inévitable. Et le jour où on aura toutes les conditions réunies, vent, température, hygrométrie, sécheresse, eh ben, on aura des feux hors normes. Donc il faut s'y préparer et il faut prendre comme avertissement ce qu'on a eu comme feu, ce qu'a fait l'État d'ailleurs, ce qu'on fait, je pense, ce qu'a fait la profession. Il faut juste pas oublier que même sans feu, le réchauffement climatique existe. Merci en tout cas, on est ravis de ces mots de conclusion. Et effectivement, c'est un peu l'affaire de tous, cette question de l'incendie, du changement à venir et du changement peut-être en cours déjà. En tout cas, on était ravis de vous accueillir. Vous avez été dans la précision qu'on attendait de ces entretiens de Valabre. Pour nous, c'est mettre en avant ce changement climatique et tout ce qui fait l'engagement des uns et des autres. Merci encore et à très bientôt à Valabre. Merci.